L'émoi est un mot français qui est lié à un très vieux verbe, émoyer ou esmeiller, qui veut proprement dire faire perdre à quelqu'un. J'allais dire ses moyens, si en français ce n'était pas un jeu de mots, mais c'est bien de la puissance qu'il s'agit. Car esmeiller se rattache au vieux gothique Magnan, Mochen en allemand moderne. Un émoi, comme chacun sait, est quelque chose qui s'inscrit dans l'ordre de vos rapports de puissance et nommément ce qui vous fait les perdre. Nous voici maintenant en devoir d'entrer dans ce texte d'Antigone en y cherchant autre chose qu'une leçon de morale. Car il me paraît difficile, je ne sais pourquoi, quelqu'un de tout à fait irresponsable en la matière écrivit, il y a peu de temps, que je suis sans résistance concernant les séductions de la dialectique hegelienne. Je ne sais pas si ce reproche était alors mérité, comme il fut écrit au moment que je commençais ici à articuler pour vous la dialectique du désir, dans les termes où je le poursuis depuis. On ne peut pas dire que l'auteur en question soit un personnage qui est spécialement du nez. Quoi qu'il en soit, il n'est pas assurément de domaine où Hegel me paraisse plus faible que dans celui de sa poétique, et spécialement ou autant que tout ce qu'il peut articuler autour d'Antigone vienne se raccorder pour lui autour de l'idée d'un conflit de discours. Sans doute au sens où ces discours comportent l'enjeu le plus essentiel, et qui plus est vont toujours vers je ne sais quelle conciliation. Je demande quelle peut être la conciliation qu'il y a à la fin d'Antigone. Et aussi bien, ça n'est pas sans stupeur que cette conciliation est dite subjective par-dessus le marché. Je lis dans le texte de la poétique l'affirmation à propos d'Œdipe à Colonne, dont nous avons déjà parlé ici, d'Œdipe à Colonne qui se résume en ceci, ne l'oublions pas, c'est la dernière pièce de Sophocle, que c'est de là que porte la dernière malédiction d'Œdipe sur ses fils, celle donc qui va engendrer toute la suite catastrophique des drames sur lesquels nous allons nous retrouver avec Antigone, et qui se termine sur ce qu'on peut bien appeler la malédiction terminale d'Œdipe. Ô n'être jamais né. Comment parler de conciliation dans un tel registre? Je ne suis pas enclin, de mon indignation, de m'en faire un mérite. D'autres d'ailleurs s'en sont aperçus avant moi. Goethe nommément semble l'avoir un tant soit peu soupçonné, ou bien encore Ewin Rohde dans Psyché. J'ai eu le plaisir ces temps-ci, en allant fouiller en ce qui pouvait tout de même servir pour moi de lieu de rassemblement sur les conceptions antiques concernant l'immortalité de l'âme, de rencontrer dans ce texte tout à fait recommandable, voire admirable, de Psyché, au tournant son étonnement devant l'interprétation générale reçue de l'Œdipe à Colonne de Sophocle. Essayons de nous laver un peu la cervelle de tout ce bruit autour d'Antigone et d'aller regarder dans le détail qu'est-ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'il y a dans Antigone? Il y a d'abord Antigone. Est-ce que vous vous êtes aperçu, je vous le dis au passage, que dans toute la pièce, on n'en parle jamais qu'en l'appelant Hypais, ce qui veut dire la gosse. Ceci pour mettre les choses au point, pour vous permettre d'accommoder votre pupille sur le style de la chose. Et puis, il y a une action. La question de l'action dans la tragédie est très importante. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, peut-être parce qu'on me l'envoie toujours dans les dents, qui s'appelait La Bruyère, a dit que nous venions trop tard, dans un monde trop vieux, et que tout avait été dit. Moi, je ne m'aperçois pas de cela.
Je crois que sur l'action dans la tragédie, il y a encore beaucoup à dire. Je veux dire que ce n'est pas du tout résolu et que, pour prendre notre Erwin Rohde, auquel je donnais tout à l'heure un bon point, je suis étonnée, en un chapitre, quand il en parle, car il en parle beaucoup dans son livre sur Sophocle, de voir qu'il nous explique une sorte de curieux conflit entre l'auteur tragique et son sujet, qui consisterait en ceci que les lois de la chose, on ne sait d'ailleurs pas trop bien dans cette perspective pourquoi, lui imposent de prendre une belle action comme support, de préférence une action mythique. J'imagine que c'est pour que tout le monde soit déjà dans le bain, soit au courant, et en quelque sorte de faire valoir cette action, si l'on peut dire, avec ambiance et les caractères, les personnages, les problèmes, tout ce que vous voudrez, du temps. Et ce serait là que serait le problème. Il résulterait en somme que M. Hanouille a eu bien raison de nous donner sa petite Antigone fasciste. Ce conflit, qui résulterait en somme du débat du poète avec son sujet, ce serait susceptible, nous dit Erwin Rohde, d'engendrer je ne sais quel conflit de l'action à la pensée, pour lesquels il évoque, non sans une certaine pertinence, je veux dire en faisant écho à beaucoup de choses déjà dites avant nous, le profil d'Hamlet. C'est amusant. Je pense que c'est difficile à soutenir pour vous. Si vraiment ça a servi à quelque chose, ce que j'ai essayé de vous expliquer l'année dernière au sujet d'Hamlet, à savoir de vous montrer qu'Hamlet n'est pas le drame du tout de la puissance, de l'impuissance de la pensée au regard de l'action. Pourquoi, au seuil des temps modernes, Hamlet ferait-il ici le témoignage d'une spéciale débilité de l'homme à venir au regard de l'action? Je ne suis pas si noire, je dirais plus, rien ne nous oblige à l'être, sinon une sorte de cliché de la décadence dans laquelle, je vous l'avais signalé au passage, Freud lui-même y tombe, quand il fait le rapport des attitudes diverses d'Hamlet et d'Oedipe au regard du désir. Je ne crois pas que ce soit dans une telle divergence de l'action et de la pensée que réside le drame d'Hamlet, ni le problème de l'extinction de son désir. J'ai essayé de vous montrer que la singulière apathie d'Hamlet tient au ressort de l'action même, que c'est dans le mythe choisi que nous devons en trouver les motifs, que c'est dans son rapport au désir de la mère, à la science du père concernant sa propre mort, que nous devons en trouver la source. Et pour faire un pas de plus, je vous désigne ici le recoupement où nous pouvons trouver notre analyse d'Hamlet, avec ce point où je vous mène de la seconde mort. Ceci, que je ne pouvais point vous montrer l'année dernière, je vous le désigne maintenant au passage et par l'intermédiaire de cette évocation de la réflexion d'Erwin Rohde, si intempestive soit-elle. N'oubliez pas un des effets où se reconnaît la topologie que je vous désigne, c'est que si Hamlet s'arrête au moment de tuer Claudius, c'est qu'il se préoccupe de ce point précis que j'essaie de vous définir. Il ne lui suffit pas de le tuer, il veut pour lui la torture éternelle de l'enfer. Pourquoi, sous prétexte que nous en avons fait notre affaire de cet enfer, est-ce que dans l'analyse d'un texte, nous nous croirions déshonorés de faire entrer en jeu ceci? C'est que même s'il n'en est pas sûr, s'il n'y croit pas plus que nous à l'enfer, Hamlet, d'une certaine façon, puisqu'il se questionne, dormir, rêver peut-être, il n'en reste pas moins qu'il s'arrête dans son acte parce qu'il veut que Claudius aille en enfer. C'est quand même à ne pas vouloir serrer de près les textes, je veux dire à rester dans l'ordre de ce qui nous paraît admissible,
c'est-à-dire exactement dans l'ordre des préjugés, qu'à tout instant nous ratons l'occasion de désigner, dans les sentiers que nous suivons, les limites propres, les points de franchissement. Ne vous eussé-je rien enseigné, ici, autre chose que cette méthode implacable de commentaire des signifiants? Qu'il vous en resterait quelque chose, du moins je l'espère, et j'espère même qu'il ne vous en restera rien d'autre, à savoir que, si tant est que ce que j'enseigne ait la valeur d'un enseignement, je n'y laisserai après moi aucune de ces prises qui vous permettent d'y ajouter le suffixe isme. En d'autres termes, que d'aucun des termes que j'aurai successivement poussés devant vous, mais dont heureusement votre embarras me montre qu'aucun d'entre eux n'a pu encore suffire à vous paraître l'essentiel, qu'il s'agisse du symbolique, du signifiant ou du désir, qu'aucun de ces termes, en fin de compte, ne pourra jamais, de mon fait, servir à quiconque de gris-gris intellectuel. Après, il y a dans une tragédie le cœur. Le cœur, qu'est-ce que c'est? On vous dit c'est vous, ou bien c'est pas vous. Je crois que la question n'est pas là, puisqu'il s'agit de moyens et de moyens émotionnels. Je dirais le cœur, ce sont les gens qui s'émeuvent. Donc regardez-y à deux fois avant de vous dire que c'est vos émotions qui sont en jeu dans cette purification. Elles sont en jeu quand, à la fin, à savoir que non seulement elles, mais bien d'autres, doivent être par quelques artifices apaisées, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont plus ou moins directement mises en jeu. Elles y sont sans aucun doute. Vous êtes là à l'état, en principe, de matière disponible, mais d'un autre côté aussi, de matière tout à fait indifférente. Quand vous êtes le soir au théâtre, vous pensez à vos petites affaires, au stylo que vous avez perdu dans la journée et au chèque que vous aurez à signer le lendemain. Ne nous faisons donc pas trop de crédit. Vos émotions sont prises en charge dans une saine disposition de la scène. C'est le cœur qui s'en charge. Le commentaire émotionnel est fait, c'est ce qui fait la plus grande chance de survie de la tragédie antique. Il est fait, il est juste ce qu'il faut, bêta, il n'est pas sans fermeté non plus, il est bien humain. Vous êtes donc délivré de tout souci. Même si vous ne sentez rien, le cœur aura senti à votre place. Et même après tout, pourquoi ne pas imaginer que l'effet peut être obtenu là, en effet, la petite dose, sur vous-même, si vous n'avez pas tellement palpité que cela? À la vérité, je ne suis pas tellement sûre que le spectateur participe tellement, palpite. Je suis bien sûre, par contre, qu'il est, par l'image d'Antigone, fasciné. J'ai dit fasciné, ici, il est spectateur. Mais je vous le demande encore, spectateur de quoi? Quelle est l'image que présente Antigone? Là est la question. Ne confondons pas ce rapport à l'image privilégiée et l'ensemble du spectacle. Le terme de spectateur, communément employé pour discuter l'effet de la tragédie, me paraît tout à fait problématique si nous ne limitons pas quel est le champ de ce qui l'engage. Au niveau de ce qui se passe dans le réel, il est bien plutôt l'auditeur. Et là-dessus, je ne saurais trop me féliciter d'être en accord avec Aristote, pour qui tout le développement des arts du théâtre se produit au niveau de l'audition. Le spectacle étant arrangé pour lui dans l'ordre des choses, en marge de ce qui est à proprement parler la technique. Ce n'est certainement pas rien pour autant, mais ça n'est pas l'essentiel, comme l'élocution dans la rhétorique. Le spectacle n'est ici que comme moyen secondaire. Ceux-ci, pour remettre à leur place,
les soucis modernes dits de la mise en scène.